Donc, bienvenue à l'atelier qui s'intitule Comment lutter pour la Palestine sans être accusé d'antisémitisme, et qui est animé par moi et en tant que membre du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, qui est à Strasbourg, un collectif qui lutte pour la Palestine et les droits des Palestiniens depuis beaucoup d'années. Donc, je m'appelle Yoav Shemeo Kuntz, je suis chercheur en sciences politiques et associé à l'Université de Strasbourg, et je suis d'origine de Jérusalem, Israël. Du coup, comment lutter pour la Palestine sans être accusé d'antisémitisme? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Pas trop ces temps-ci. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ça dépend du moment. Si t'es juif, d'origine juive, t'as plus de chance. Ah, donc ça très bien monsieur, à tout de suite, ouais c'est vrai. Si on est juif, comme moi, c'est mon cas, on a quand même plus de privilégiés, on est privilégié, on a plus de droits à la parole, on a plus de droits. Disons que l'accusation d'antisémitisme est quand même un peu plus difficile à coller pour un juif qui est sémite, juif, donc difficile d'être juif antisémite en même temps, mais c'est pas donné non plus. Parce qu'il faut comprendre dans ce... Mais la réponse la plus courte, pour 2024 en tout cas, la réponse est non. On ne peut pas lutter, malheureusement. Aujourd'hui, vu le contexte, je vais expliquer un peu, nous ne pouvons pas, je trouve, lutter pour la Palestine sans être accusés systématiquement, automatiquement d'antisémitisme. La question est plutôt comprendre ces accusations, d'où ils viennent, à quoi ils servent, qui les fabrique et comment résister. Parce que même ici à Strasbourg, la ville où nous sommes, la ville de Strasbourg, la municipalité, etc., elle est accusée d'antisémitisme. Pourquoi elle est accusée d'antisémitisme? Par la communauté juive d'ailleurs, par le CRIF, par la communauté juive, le consistoire juif de Strasbourg, la communauté juive, l'État d'Israël, etc. Pourquoi elle est accusée d'antisémitisme? Pas parce qu'elle est antisémite, mais parce qu'elle a lutté pour la Palestine, même si c'est une lutte extrêmement, timide, discrète, ou simplement n'est pas acceptée. Toute la pression sioniste, pro-israélienne en France, elle a un peu résisté quand même, et tout de suite, ça suffisait pour être accusé d'antisémitisme. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas, mais il faut savoir résister à ces accusations, comment les gérer, et qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. Donc en fait, le conflit à Palestine, Israël, n'est pas ici. Et bien heureusement, parce que c'est un sacré conflit, il y a un génocide à cours à Gaza, il y a un régime d'apartheid et d'occupation qui dure depuis maintenant 76 ans en Palestine. Donc c'est pas ici. Par contre, notre État, la France est complice avec le gouvernement israélien, et l'Union européenne est complice avec le gouvernement israélien, le régime israélien. Donc il y a une grande complicité ici. Et on a des forces ici qui sont pour Israël, pour l'apartheid, pro-génocide, etc. Donc on a, si vous voulez, moi je vois ça comme ce qui se passe ici en France en tout cas, comme un match de foot. Moi j'ai regardé un peu de foot aussi, aussi le hockey, ice hockey. Et puis il y a deux équipes qui jouent, et il y a deux équipes qui s'affrontent. Donc notre équipe qui est pour la Palestine, parce qu'on est pour les droits de l'homme, les droits humains, pardon, pour les droits humains, pour les droits internationaux, pour la justice, l'égalité des droits, et pour la paix, des choses comme ça. Et il y a l'équipe en face. L'équipe en face, elle n'est pas pour les droits internationaux, elle n'est pas pour les droits humains, elle viole les droits humains d'une manière quotidiennement et de pire en pire, elle n'est pas pour la paix, elle est pour maintien au régime, maintien du régime d'apartheid, maintien de l'occupation, maintien de l'annexion, et malheureusement depuis bientôt un an, pour le maintien de cette guerre génocidaire à Gaza.
Donc on a deux équipes. Alors nous on joue, et qu'est-ce qui sont nos cartes à nous, nos outils, et nos outils à nous, l'équipe pro-palestinienne ou pro-justice ou pro-droit international. Quand l'équipe en face elle fait quelque chose, nous on dit non, ça c'est contre le droit international. Non, ça c'est la seule chose. En gros, c'est l'outil principal que les Palestiniens surtout utilisent notamment depuis l'échec des accords d'Oslo, depuis l'échec des négociations de paix avec Israël. Parce qu'ils ont essayé quand même pendant un moment, pendant les années 90, de négocier. Donc ils ont essayé de négocier leur libération. Ça n'a pas marché, c'est pas étonnant que ça n'ait pas marché. Négocier votre libération avec la force occupante, c'est pas étonnant que ça n'ait pas fonctionné. La communauté internationale a complètement laissé tomber le dossier israélo-palestinien, surtout les États-Unis, mais aussi l'Europe. Vu que les États-Unis n'ont pas bougé, l'Europe n'a pas bougé, et tout le monde attend que ça bouge tout seul. Et l'État d'Israël a assez vite, on peut pas dire exclusivement, décidé que ce sera l'apartheid. Que la solution pour Israël, c'est l'apartheid, c'est la sécurité, le mur de séparation, etc. Un régime d'inégalité, structurelle, de discrimination systématique, structurelle, c'est la solution d'Israël. Et ça a marché plus ou moins jusqu'à 7 octobre, mais ça c'est la décision d'Israël quand le processus d'Oslo, le processus de paix, soi-disant, les années 90 a échoué, notamment en octobre 2000, si vous étiez déjà vivant. Et voilà, Israël a fait le choix de garder les territoires occupés. Ça c'est clair et net. Tous les gouvernements d'Israël ont fait le choix de garder les territoires occupés, d'accélérer la colonisation et l'annexion de ces territoires occupés. Et le seul problème qu'ils ont trouvé dans ce système, dans ce régime, c'est la pression internationale. Et c'est la pression internationale et la communauté internationale et le fait que c'est illégal en fait, par le droit international. Tout le reste, ils pensaient qu'ils arrivent à gérer. Ils arrivent à gérer la résistance palestinienne, ils ont des prisons. Et là aujourd'hui, c'est des centres de torture. Et ils ont tout le soutien militaire nécessaire pour maintenir cette population soumise au régime. Et ils ont le soutien de la population d'Israël, les colons, ils font ce qu'ils veulent. Dans les territoires occupés, on laisse Tel Aviv tranquille. Normalement, on laisse des gens comme moi faire notre vie ailleurs. Et si je ne mets pas mes pieds dans les territoires occupés pour soutenir les Palestiniens, ma vie serait une belle vie normale, tranquille. Donc tout ça a bien marché pendant les dernières 2 décennies, en gros, 2 décennies et demie. Ça c'est l'équipe israélienne. Mais en face, l'équipe palestinienne, pro-palestinienne ou palestinienne, ils ont des agents palestiniens là-bas, en Cisjordanie, à Gaza, etc. Quand les négociations avec Israël, ça n'a pas donné, ça n'a rien donné, parce qu'ils ont quand même pendant quelques années, ils ont dit bon, on donne une chance aux négociations, au processus d'Oslo, etc. Mais quand ils ont compris que ça ne marche pas, qu'ils ne vont pas se libérer juste en négociant avec Israël, vu l'impunité d'Israël sur la scène internationale et le soutien des États-Unis notamment, ils ont passé par quoi? Par le droit international. Et pour l'équipe palestinienne, le bal, si vous êtes avec moi avec la métaphore de foot, c'est tous les manœuvres, tous les exercices, c'est le droit international. Et nous, aujourd'hui, on a en Palestine énormément de juristes extrêmement pointus, extrêmement calibrés, extrêmement éloquents, anglophones, etc., qui maîtrisent le droit international. Avec les organisations des droits humains extrêmement pointues, qui donnent des informations et qui négocient, qui sont des partenaires de l'ONU, des commissions des droits humains de l'ONU et aussi à La Haye. Ils sont aussi, depuis un moment, l'autorité palestinienne a quand même accédé au statut de Rome,
qui donne l'État de Palestine accès à la Cour pénale internationale, à la Haye. Donc c'est là où ça se passe pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens, c'est à l'ONU, c'est à Genève, c'est à la Haye, c'est devant la Cour de justice et devant la Cour pénale internationale actuellement. Comme nous le savons tous, ça donne des fruits et ça donne des résultats. Mais c'est des résultats de 20 ans de luttes juridiques contre l'apartheid notamment. Et la notion d'apartheid, c'est une notion que les Palestiniens ont développée depuis déjà 3 décennies plus ou moins. Et les murs construits par Israël dans la Cisjordanie, ils appellent ça des murs d'apartheid du premier jour. Donc ici à l'ouest, et en France, en Europe, aux États-Unis, ce concept que c'est un apartheid, c'est arrivé plus ou moins avec les rapports de Amnesty International, de Human Rights Watch, et aussi les ONG israéliennes des droits humains comme B'Tselem, Yesh Din. Il y a plusieurs rapports. Je ne sais pas si vous avez vu ou regardé ces rapports. Les rapports de Amnesty fait presque 300 pages. Human Rights Watch fait 200 pages. Donc je rigole quand le camp adverse, le camp pro-israélien dit qu'un apartheid c'est juste un mot, c'est des démagogies, c'est un slogan ou c'est une étiquette qui ne veut rien dire, etc. Ben, on revient au droit international. Le droit international, on a des faits, on a des preuves que c'est un système d'apartheid. Dans la communauté juridique, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est que dans la politique qu'ils essayent de nier. Donc là, récemment même, l'avis consultatif de la Cour de justice du 19 juillet 2024 a pris cette idée aussi d'apartheid, d'occupation, et il réfère à cette notion aussi. Mais ça, c'est notre équipe, c'est très bien, on est très fort, on réussit, on arrive à avancer avec la Cour de justice à la Haye, etc. Notre dossier avance, on est content. Mais l'équipe adverse, est-ce qu'ils ont une réponse par rapport à ça? Est-ce que l'État d'Israël a une réponse que ce n'est pas un apartheid? Ou que c'est une occupation légale? Que les colonies sont légales? Ben, toutes les colonies, y compris à Jérusalem-Est, sont contraires à la 4e Convention de Genève de 1949. Une force occupante n'a pas le droit d'amener sa propre population dans un territoire occupé. Ça, c'est c'est territoire occupé depuis 1967. Moi, je ne suis pas encore né. Moi, j'ai un ami à moi, on s'est rencontré à Paris, plus ou moins à mon âge. Nous, on est tous les deux nés après 67. Bah, lui, il n'a jamais eu le droit, comme moi, dans le même territoire. Il est né à Ramallah, il vit à Ramallah. C'est une inégalité. Il n'a pas le droit de voter, bien sûr, pour le gouvernement qui domine, qui est le seul gouvernement qui gère ce territoire. Donc, c'est un apartheid incroyable qui dure depuis des décennies. Et Israël assume cet apartheid. J'ai discuté aussi avec les élus locaux en Cisjordanie, des colonies illégales. J'ai demandé, vous avez quoi vos visions? Ils ont tous raconté plus ou moins un système d'apartheid, mais on assume. On dit, ça c'est notre choix. Ils disent, même si le monde dit c'est un apartheid et tout, ils vont s'habituer. Ils vont s'y habituer. Déjà, Jérusalem-Est, on l'a annexé en 1981. Bon, ça passait. Les gens qui habitent Jérusalem-Est, ils occupent carte des résidences. Ils occupent résidence dans nos propres villes. Les résidences qu'ils risquent de perdre s'ils vont trop longtemps à l'étranger. Moi, pareil, si on revient à mon cas personnel, je viens de Jérusalem, mais je suis citoyen. Donc ma citoyenneté reste pour toujours. Je peux toujours revenir à Jérusalem, et je l'ai fait d'ailleurs en 2006 pour 2 ans. Donc voilà, même si j'ai quitté pour la France, j'ai toujours le droit de revenir dans ma ville natale. Si vous n'êtes pas de Strasbourg, je ne sais pas si vous êtes tous strasbourgeois, vous avez normalement le droit de rentrer dans votre ville natale, dans les Alpes-Maritimes ou n'importe. Ou à Marseille, et voilà. Mais le Palestinien qui est Jérusalem-Est, s'il quitte pour l'Allemagne, par exemple, ou n'importe, pour faire les études, à un moment donné, leur centre de vie n'est plus à Jérusalem, tiens, carte de résidence perdue, vous n'avez pas le droit de revenir chez vous. C'est le cas de plus ou moins 15 000 personnes. 15 000 personnes depuis 67. Une petite question. Ouais. Combien de temps du coup combien de temps Dure. t'as plus le droit d'être résident?
c'est pour la vie. Tu peux pas rêver. Non, tu peux mais pas- le temps Au bout de combien de temps? 10 jours par exemple, tu peux revenir si tu... Ah, je ne sais pas exactement les détails. Les détails, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas vraiment la question. C'est juste inégalité des droits. On est nés tous les deux, moi et cette personne, par exemple, à Jérusalem, dans la même ville. Et on n'a pas les mêmes droits. Et ça, c'est un apartheid. Et Jérusalem, c'est la capitale vraiment de l'apartheid. Ok, mais ça, on connaît plus ou moins dans les détails. On a lu, on a regardé. Mais l'équipe en face, alors, vu cette réalité, qu'elle assume, hein, et une réalité permanente. C'est pas une situation éphémère ou une période de transition. Ils ont choisi l'annexion et l'inégalité des droits comme solution permanente pour la Palestine. Ça, c'est Israël. Mais en face, alors, Israël, et il n'y a aucun moyen juridique, juridique pour dire ah non, non, ça c'est légal, les colonies sont légales. Non, c'est juste pas possible. Donc, la seule stratégie qu'ils ont choisie, et là on vient à la deuxième question de cet atelier, comment lutter pour la Palestine sans être accusé d'antisémitisme. L'Israël a fait le choix assumé de dire ok, on a décidé d'annexer, personne ne sera d'accord. Et les Palestiniens vont à l'ONU, les Palestiniens vont à La Haye, et ils vont rencontrer les diplomates, etc., avec tous ces juristes anglophones qui nous font vraiment chier à l'ONU, etc. Qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, on va accuser tout le monde d'antisémite. C'est très simple. Donc, mais accuser comme ça d'antisémite, c'est un peu débile. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé de nulle part, de toutes pièces, ils ont créé une notion nouvelle qui s'appelle comment? Le nouvel antisémitisme. N'est-ce pas? Le nouvel antisémitisme. L'antisémitisme contemporain, si vous voulez. C'est une notion vraiment presque scientifique, parce qu'il y avait des experts sionistes des sciences qui ont travaillé sur cette notion, et pour défendre l'État d'Israël, et pour défendre ce qu'il fait. Parce qu'en fait, sinon, ce sera l'isolation, ce sera les sanctions, le régime va tomber. On a vu ça en Afrique du Sud. Le régime n'a pas tenu. Même avec tous les armes et toutes les sécurités, tout ça, à un moment donné, la société civile mondiale, une certaine conscience mondiale, a fait chuter le régime sud-africain. Ça n'a pas tenu. Et Israël a bien regardé, étudié le problème qu'avait le régime sud-africain. Les Palestiniens aussi. Donc c'est le cas, c'est le modèle de tout le monde. Tout le monde regarde ce modèle de l'Afrique du Sud. Et les Palestiniens, donc, ils ont créé en 2005 les mouvements BDS, les mouvements boycott, désinvestissement, sanctions. C'était créé le 9 juillet 2005. Pourquoi le 9 juillet ce mouvement a été créé? 9 juillet, un an pile après la décision de la Cour internationale de justice à La Haye, 2004, le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice à La Haye, et l'avis consultatif qui dit que le mur est illicite, illégal. Le mur en Palestine est illégal. Que Israël n'a pas le droit d'utiliser l'excuse d'autodéfense pour défendre ses colonies qui sont illégales. On ne peut pas utiliser cette excuse de défendre, d'autodéfendre, pour défendre l'indéfendable, pour défendre des colonies qui sont illégales. Donc tout l'argument d'Israël tombe dans l'eau et la Haye a décidé que c'est illégal. Sauf que le mur est toujours là. Donc le BDS était créé par les Palestiniens en basant sur le droit international. C'est leur balle, c'est leur jeu. Ils jouent dans ce jeu de droit international et de la justice internationale et de la communauté internationale. Ils y croient. Et c'est le monde qui a été fondé, l'ordre mondial qui a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'ordre mondial qui a été fondé avec la Convention de Genève, avec la Déclaration universelle des droits humains, avec les instances comme les Nations Unies. Tout ça, les Palestiniens y croient. Israël, comme je dis tout à l'heure, ils ne peuvent pas jouer dans ce jeu. Dans ce jeu, ils vont perdre. Et normalement, ils boycottent la Cour internationale de justice. Normalement, ils boycottent les discussions de l'ONU sur Israël, s'ils ne sont pas favorables. Ils quittent la salle. Ils boycottent, ils disent tout ça, ils ne respectent pas le droit international, ils disent ça explicitement. Ils disent l'ONU est antisémite aussi aujourd'hui. Mais pour revenir, comment il faut, ils essayent de créer
un autre jeu. Il essaye de changer les règles du jeu. Et c'est là qu'il s'agit. Donc là, quand nous on joue, on dit ok, le droit national, il faut boycotter, il faut arrêter les investissements, il faut pas soutenir le régime, donc il faut faire ça, il faut faire ça, pour faire respecter le droit international. Bah, l'équipe en face, elle dit ah, là c'est antisémite. Là c'est le nouveau antisémitisme. C'est la notion qu'ils ont créée. Et puis moi j'étais aussi dans les formations un peu. Ils ont développé ça avec même des revues et des scientifiques et des articles, etc. Et ça c'est la stratégie presque unique en fait de ces régimes sur le conflit israélo-palestinien, sur la menace du BDS. Parce qu'en fait le BDS, le mouvement dans la société civile depuis maintenant 20 ans, et quand même a fait pas mal de progrès. Et Israël a déjà déclaré plusieurs fois que la menace stratégique pour Israël, c'est pas l'Iran, et c'est pas des militants de Hamas, et c'est pas le Hezbollah. La menace stratégique numéro 1 pour Israël, c'est les mouvements BDS, et c'est le mouvement qui va utiliser le droit international contre Israël, et c'est le soutien à ces mouvements dans la société civile internationale, notamment à l'Occident, donc aux États-Unis et en Europe. Et c'est ça le champ de lutte de l'État d'Israël, c'est essayer de faire taire le mouvement BDS, faire taire le soutien à la Palestine partout, dans les campus aux États-Unis, dans les universités ici en France, au Royaume-Uni, en Italie, etc. Et faire taire toute la critique à Israël qui est basée sur le droit international, sur les violations des droits humains. Et cette notion de nouvel antisémitisme qui a été créée, il utilise l'antisémitisme le vrai, donc la haine des juifs, et les transforme à toute critique contre l'État d'Israël. Cette notion, en gros, elle dit quoi? Elle dit Israël, c'est un État juif. Et en gros, c'est une sorte de transmission ou de transposer tout ce qui est la haine pour un juif comme un individu contre un État. Donc ça veut dire que l'État d'Israël, finalement, si on regarde bien, bah, c'est un État juif, c'est le seul dans le monde, c'est le seul dans le monde, dans toute la terre. Donc, si vous n'aimez pas ce qu'Israël fait, donc vous êtes contre le seul État juif dans le monde. Donc il réclame ce qui est normalement pour une personne, comme pour un État, pour un régime. Et un régime qui dit « je suis comme une personne ». Et le racisme contre une personne, et maintenant dans le nouvel antisémitisme, ça pourrait être aussi un racisme contre un État, contre un régime. Et le régime sioniste en l'occurrence. Et aussi la deuxième chose que fait avec le nouvel antisémitisme, ils disent toute personne qui critique Israël est antisémite. Mais bien sûr, il ne va pas avouer. Il ne va pas avouer. Donc en fait parfois c'est comme que quelqu'un te dit est-ce que tu as une sœur? Moi par exemple, j'ai pas de sœur, j'ai que des frères. Est-ce que tu as une sœur? On me dit non, j'ai pas de sœur. On me dit prouve-le. Est-ce que quelqu'un dans cet atelier peut me prouver maintenant qu'il n'est pas antisémite? Est-ce qu'on arrive à prouver quelque chose comme ça? Il n'y a pas de preuve comme ça. Donc l'accusation viendra automatiquement, elle viendra d'une manière farouche pour faire peur, pour faire taire, pour arrêter le débat. Parce que si le débat commence à aller sur la réalité à Jérusalem-Est, sur la réalité dans les colonies illégales, Israël a tout perdu. Il va toujours perdre. Et il va perdre de plus en plus. Il faut que le débat pour eux reste sur cette notion qu'ils ont créée, sur le nouvel antisémitisme et sur le fait que critiquer Israël, c'est la haine des Juifs. Là, c'est complètement faux. Et ils ont créé en 2016 la définition de l'antisémitisme, qui est en fait cette nouvelle antisémitisme, créée par l'État d'Israël et ses agents et lobbies sionistes dans le monde entier, mais aussi notamment en Europe, aux États-Unis. Les sionistes, ils ont créé cette définition de l'antisémitisme qui est promue par IHRA, si vous connaissez, c'est l'internationale mondiale pour la mémoire de la Shoah.
de l'Holocauste. Est-ce que quelqu'un peut maintenant dire quelque chose contre la mémoire de l'Holocauste? Personne ne peut dire quoi que ce soit contre la mémoire de la Shoah. Sauf qu'ils ont pris ce nom-là pour monter une opération stratégique extrêmement puissante. En 2016, ils ont pris la décision d'adopter une définition, nouvelle définition de travail, ils disent, de l'antisémitisme. Et cette définition prend exactement la définition du nouvel antisémitisme promu par Israël, créé pour maîtriser, dominer le débat en Europe ou aux États-Unis. Et il y a 11 exemples. Il y a 11 exemples dans cette définition de l'antisémitisme de l'IHRA. Et parmi les 11, je pense que 6 sont par rapport aux critiques d'Israël. Par exemple, dire qu'Israël, c'est un État raciste, c'est considéré comme antisémitisme. Comparer ce qu'Israël fait aux nazis, aux crimes nazis, génocide par exemple. Ça, c'est antisémitisme. Et dire que le peuple juif n'a pas le droit à un État, ou on n'a pas le droit à l'autodétermination. Ça, c'est l'antisémitisme. Donc, il y a encore quelques exemples comme ça, mais ça, c'est utilisé aujourd'hui. C'est adopté par la plupart des États européens, je pense y compris la France aussi. C'est adopté par la plupart des institutions. Et ça, c'est l'outil numéro 1. Ça, c'est si vous voulez, dans le match de foot, ça, c'est la carte jaune. La carte jaune ou même la carte rouge, pour nous arrêter de parler, pour nous arrêter de discuter, pour nous arrêter de critiquer ce que le régime israélien fait aux Palestiniens. Donc, dans ce match où tout le monde joue, la question, c'est les règles de jeu. Est-ce que les règles de jeu, c'est les règles internationales de la Convention de la Haye, des règlements de la Haye, ou la 4e Convention de Genève, ou la Déclaration universelle des droits humains, ou le droit à tout peuple à l'autodétermination, des convenants de l'ONU des années 1960, avec la décolonisation, dont les Palestiniens y tiennent énormément à cette convention, qui est le droit à l'autodétermination. Et le peuple palestinien aussi a ce droit à l'autodétermination et sur sa terre. Est-ce que c'est ça les règles de jeu? Donc le droit international, la Haye, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est ça les règles de jeu? Ou l'autre côté, ils veulent faire d'autres règles de jeu et d'autres cartes et d'autres jaunes basées uniquement sur le fait que vous critiquez Israël. Et cette critique peut être vraiment assez minimale et assez modeste, comme j'ai dit tout à l'heure, mais toute critique sera tout de suite sanctionnée comme antisémitisme. Parce qu'ils savent très bien que toute critique va amener la balle plus vers leur côté et leur but. Et toute critique qu'on fait ici, et tout rapport, là il y avait un rapport de B'Tselem qui est publié il y a une semaine ou une semaine et demie, sur les tortures en Israël. Il montre qu'en fait, aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023, donc bientôt un an, tous les prisons israéliens, pour les Palestiniens, il y a, je crois, autour de 8000 prisonniers palestiniens, plus ou moins, ils sont devenus des centres de torture. Je ne sais pas si vous avez... Des centres de torture. Par exemple, là c'est un rapport qui a été publié, qui maintenant circule à l'ONU, etc. Mais ils savent que n'importe quelle critique, n'importe quel rapport, n'importe quel festival annulé ou équipe annulée ou n'importe quelle critique contre Israël, ça va amener vers leur but. Il n'y a rien qui peut vraiment justifier logiquement, normalement, telle violation des droits humains aujourd'hui. Et il n'y a rien qui peut justifier la complicité de l'Occident là-dedans. Et l'envoi des armes pour ce régime et le soutien diplomatique et tout ce que l'Europe a fait depuis la création de ce régime en 1948. Et avec la nouvelle génération et avec les nouvelles médias et tout ça, c'est très difficile de dominer un débat. Essayer de dominer un débat avec les réseaux sociaux, avec l'internet, c'est très difficile. Donc nous voyons tous des vidéos qui arrivent et tout. Mais donc ils sont aujourd'hui clairement en crise, Israël. Pas seulement sur le plan économique, parce que la guerre coûte extrêmement cher et parce qu'il n'y a aucune perspective de stabilité pour l'instant. Donc, mais aussi ils sont vraiment en crise de leur image.
crise énorme, un précédent de l'image de l'État d'Israël depuis sa création. Il y avait ici en France quand même un long moment où les Français, notamment socialistes, ont bien aimé Israël. Mitterrand, etc. Il y avait un amour à Israël, les kibbutz, et les gens sont allés faire des bénévolats au kibbutzim et tout ça. Ils ont ignoré, ont décidé de nier ou déni de nettoyage ethnique de 1948, 47-48 en fait, que tout l'État d'Israël est basé sur le nettoyage ethnique. Donc ce crime initial de l'État d'Israël à 47-48, la Nakba, ce qu'on appelle la Nakba, tous ces débats étaient étouffés. Pendant des décennies et des décennies, ils ont arrivé à étouffer ce débat-là et cette réalité historique que personne n'arrive à nier. Et le régime d'apartheid aujourd'hui, avec l'annexion, avec la colonisation accélérée, avec le fascisme accéléré, avec l'extrême droite au pouvoir, maintenant les dégâts avec le génocide actuellement à Gaza, etc., leur menace stratégique qu'on a dit tout à l'heure, le BDS, le boycott, le désinvestissement, les sanctions, la distance que les gens comme vous prennent de ce régime et de cet État, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent plus à bloquer parce que les images sortent. Et même s'ils tuent tous les journalistes de Gaza un après l'autre, les images sortent des portables des gens et ça circule dans le monde entier. Et ce qu'on voit avec les images, c'est juste affreux. Mais ça circule quand même. Et alors que l'opinion publique avant, en Europe, ils n'ont rien vraiment trop regardé sur des années 40, 50. Beaucoup d'années, ils ont réussi à convaincre nous les Européens, vous les Européens, qu'Israël c'est une démocratie. La seule démocratie au Moyen-Orient, etc. Toute cette illusion, tout ce déni qui nie la réalité de l'apartheid depuis le début, depuis tout le début, depuis la création de cet État. Tout ça, ce qu'on appelle les anti-sionistes, ouais, tout ça, ils ont réussi à vraiment faire taire et vraiment nier et continuer à faire des illusions avec le sport, avec la culture, avec la musique, avec la danse, avec le cinéma, le théâtre et toutes les belles choses que la société civile israélienne crée. Effectivement, il y a la société civile qui crée. Moi aussi, je travaillais dans une école de théâtre à Jérusalem, c'était génial ce que les étudiants produisent. Sauf que les régimes, c'est un régime illégal qu'il faudra faire tomber. Et les Palestiniens, ils essayent de faire le lien entre tout ce qui est produit en Israël et faire pression pour que les régimes changent, pour que les régimes tombent, pour qu'il y aura égalité, etc. Et Israël en même temps, c'est un jeu comme ça. Et nous aussi, on est là avec ces deux équipes qui jouent. Et aujourd'hui aussi, le problème est qu'on est tous acteurs, on est tous joueurs. Je vais terminer peut-être avec ça. Aujourd'hui, avec les génocides à Gaza, et avec la cruauté et les atrocités, la brutalité de ces génocides à Gaza, et l'apartheid en Cisjordanie aussi, et les nombres de prisonniers qui sont torturés, etc., etc., tout ça c'est tellement violent aujourd'hui qu'on ne peut plus ne pas parler, ou ignorer, ou dire de ces conflits, de cette situation, parce que c'est là. Ils amènent ici leur danse, leur cinéma, leurs sportifs, leurs chanteurs, etc. pour oublier tout ça, pour faire oublier le régime, pour faire oublier ces crimes contre l'humanité, ces crimes contre crimes de guerre, etc. Et les Palestiniens demandent, le simple demande qu'ils ont, les Palestiniens, c'est l'application du droit international. Et tout ça, ça vient ici, n'importe quel moment. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie professionnelle, mais ça peut vous arriver demain. Comme ça arrivait au gérant de cinéma Star, voilà, il est là, alors qu'il gère un cinéma, il n'est pas juriste, il n'est pas politiste, il n'est pas chef de gouvernement, il n'est rien, il gère un cinéma, et paf, tu dois choisir, qu'est-ce que tu fais? Le bal t'arrive. Tu vas donner le bal où? Tu vas donner le bal à l'équipe palestinienne, qui te dit boycott, ou tu donnes le bal à l'équipe zioniste.
qui dit non, Israël c'est une démocratie, on va regarder ces films. On va regarder ces films, on va rigoler. C'est des films rigolos, c'est des drames, c'est des films dramatiques. C'est sur les relations entre la mère et sa fille. On va regarder ces films en hébreu, on va apprécier la production cinématographique, on va discuter avec le cinéaste sur sa carrière de cinéaste, et qu'est-ce qu'il voulait montrer dans ce film. Et voilà, on ne va pas faire la politique, on va juste regarder un film. Ça c'est l'équipe zioniste, israélienne, pro-israélienne qui va te dire, allez, on continue le jeu. Le jeu a continué depuis 76 ans. Ce jeu, on le perd. On le perd dans ce jeu. Parce que le jeu continue, et le génocide continue, et les gens meurent, les gens perdent l'espoir. Et je dirais même pour les Israéliens, parce que je suis très solidaire avec surtout ma famille et mes amis, même pour eux, on a vu ça le 7 octobre 2023, même pour eux, ça ne marche plus ce jeu. Il faudra changer. C'est pour ça que je pense que le bal, quand ils arrivent à vos pieds, n'importe où vous êtes, comme le gérant de Cinéma Star, quand il y a le bal qui arrive à vos pieds, il ne faut pas se tromper de l'équipe, mais là, mes amis, il faut assumer ce qu'on fait. Il faut savoir que c'est une manipulation montée stratégiquement par Israël pour faire taire. Il faut savoir qu'il y a un ministère aujourd'hui en État d'Israël qui s'appelle Ministère de la lutte contre l'antisémitisme et relations avec les diasporas. Et ce ministère finance des festivals comme celui-là. Il finance énormément d'acteurs et d'artistes qui viennent jouer, danser, et faire du sport, etc. Et c'est un ministère qui finance des opérations de relations publiques et des lobbying, etc. contre l'antisémitisme, etc., le nouvel antisémitisme. Et c'est toutes ces attaques qu'on subit ici en France, et c'est pas par hasard, et c'est pas parce qu'on est antisémite. C'est parce que le régime d'apartheid, c'est leur seule manière de jouer. C'est leur seule, comment on dit, quand une équipe joue, on crie, non, leur coach. C'est leur coach qui dit. Moi j'étais même dans les formations parce que je suis israélien et j'habite en France. Je suis je pourrais être bon dans leur équipe. Je pourrais jouer dans leur équipe. Donc ils m'ont payé le voyage, payé l'hôtel et tout. Il te dit, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'il y a l'antisémitisme partout. Et pour eux l'antisémitisme c'est quoi? C'est critiquer Israël. Donc là c'est l'amalgame est déjà fait. L'amalgame était voulu par Israël. L'amalgame entre critique d'Israël et antisémitisme, c'est Israël qui a créé cet amalgame avec leur concept des nouvelles antisémitismes. C'est eux qui ont créé ce concept. Et dans les papiers, quand ils montrent qu'il faut absolument la lutte contre l'antisémitisme, etc., ils mettent en pratique, ils mettent en place plein de dispositifs et des mécanismes, des commissions pour lutter contre l'antisémitisme. Ils disent le problème qu'on a aujourd'hui, 2024, ouais, c'était aussi 2016, etc., avec l'apartheid, avec la nouvelle génération qui arrive, qui est décoloniale, qui est décomplexée, qui a aussi des juifs dedans, des juifs comme moi. Nous, on ne veut pas d'apartheid, nous, on veut vivre tranquillement. Et il y a un vrai problème que les discours antisionistes, les discours contre Israël, antisionistes, ils montent. La société civile, si on demande des sondages, est-ce que vous trouvez qu'Israël c'est une bonne chose? Est-ce que vous trouvez plutôt que c'est la Palestine? Il y a un soutien énorme aux Palestiniens. Énorme. Les sondages montrent aux États-Unis, il y a un changement énorme. Il y a la tendance pro-palestinienne, elle est énorme. Même chez les Juifs aux États-Unis, même chez les communautés juives. Et ici à France, la population civile, la société civile en France, elle est pro-palestinienne. C'est le régime, c'est le gouvernement qui est pro-israélien pour l'instant. Mais si on a une vraie démocratie, si au Royaume-Uni, pourquoi c'était si important de faire tomber Jeremy Corbyn au Royaume-Uni? Pourquoi il fallait absolument que Jeremy Corbyn ne soit pas le Premier ministre du Royaume-Uni? Avec cette, accusation d'antisémitisme, etc. Parce que Corbyn était pro-palestinien, il est toujours pro-palestinien, il est pour le droit international, il n'est pas pro-régime sioniste apartheid. Donc il fallait absolument déjà le faire taire, et si on n'arrive pas à le faire taire,
il faut le faire tomber, il faut le faire chuter. Mais il faut assumer ces accusations. Il faut comprendre qu'en face, on a une vraie machine de propagande, qui utilise, instrumentalise politiquement la mémoire, désolé, mais la mémoire de la Shoah, la mémoire de l'Holocauste, la mémoire des crimes nazis ici en Europe. Et il utilise aussi ce qu'on appelle la montée de l'antisémitisme. Donc il y a un vrai antisémitisme, je pense qu'il y a un vrai antisémitisme, mais il est où il est. Nous savons tous où il est l'antisémitisme, il faut le battre dans tous les moyens possibles, mais il faut faire la distinction, ça c'est essentiel, entre l'antisémitisme qui est la haine des juifs et les préjudices contre les juifs, et tout ce qui est contre les gens qui sont juifs, ça c'est racisme. Mais il y a aussi l'islamophobie qu'il faut battre. Il y a d'autres racismes qu'il faut battre. Il y a un racisme anti-arabe, il est extrêmement fort en France aussi. Il ne faut pas dissocier les racismes. Il faut battre tous les racismes. Mais il faut faire la distinction entre ça et la discussion sur ce qui se passe en Palestine et la violation des droits humains et tous ces débats sur la Palestine et ces équipes sionistes et palestiniennes qui se jouent devant nous. Et là, nous, on est obligés de jouer aussi à un moment ou à un autre. Il faut être très clair dans la tête qu'on va donner la balle à l'équipe palestinienne parce qu'ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de gagner. Et on va assumer que voilà, les cartes jaunes ou même les cartes rouges qui nous disent taisez-vous, vous ne jouez pas, la balle revient et la carte jaune antisémite. Il y a n'importe quoi que vous fassiez. Si vous donnez la balle vers la Palestine, même en disant vous êtes invité en Israël, vous n'allez pas. Si vous êtes à un moment donné un artiste et Israël à un moment donné va donner, vous venez. C'est gratuit, on va vous inviter gratuitement à Tel Aviv. On va vous montrer à quel pays magnifique on a. Et même si vous n'allez pas, vous écrivez en fait, moi ça ne me plaît pas en fait d'aller en Israël là. Et là, ils vont encore venir, À un moment donné, vous dites, en fait, non, je ne viens pas. Et là, antisémite, parce que vous avez donné la balle aux Palestiniens. Et il faut assumer ces choix, il faut assumer que vous allez être accusé d'antisémite. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi de jouer le jeu. Le problème, la question, est-ce qu'une carte jaune, donnée par qui en fait? Qui cette carte jaune? C'est les sionistes qui le met? C'est la loi? C'est le gouvernement? C'est la police? C'est qui met ces cartes jaunes, vous antisémites? C'est la communauté juive locale sioniste, d'accord, ok, très bien. C'est sioniste, c'est pro-Israël, c'est clair. Mais est-ce qu'on a le droit de dire le droit international? Est-ce qu'on a le droit de dire BDS? Est-ce que quand on nous amène en justice, est-ce qu'on va gagner? Les expériences que nous avons maintenant, depuis 10 ans plus ou moins, de cette terrible jeu qu'on joue, même en Allemagne, on gagne en justice. Et les droits internationaux, c'est les droits internationaux. La Cour européenne des droits de l'homme, ici, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, ici à Strasbourg, en 2020, ils ont donné une décision très importante sur les procès à Moulouse. Donc tout ça s'est passé pas loin d'ici. Les 11, je crois, inculpés de Moulouse qui ont donné des tracts devant Carrefour ou que c'est, je ne me souviens plus, boycotter Israël. Ils étaient accusés quoi? L'antisémitisme, ils sont allés devant la justice, ils ont perdu, ils ont fait un appel, ils ont tout perdu, tous leurs appels à France. Ils ont fait un appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'article 14, l'article 10, liberté d'expression. Liberté d'expression. Et la Cour a acté, c'est la liberté d'expression. En Allemagne, les accusations d'antisémitisme, s'ils amènent en justice, ils tombent en justice. Parce qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Parce que demander l'application des droits humains et demander l'application des droits de l'homme en Palestine, ce n'est pas d'antisémitisme. C'est les droits de l'homme. C'est les droits humains. Tout ça, c'est énorme. Ouais. Pour l'équipe palestinienne, c'est une victoire historique. La Cour pénale internationale, la CPI, le procureur, si vous avez suivi, a déjà 2 fois demandé le mandat d'arrêt pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité à M. Benjamin Netanyahou
le Premier ministre d'Israël, et à M. Yoav Gallant, donc le ministre de la Défense d'Israël. C'est énorme, c'est historique, et c'est énorme pour l'équipe palestinienne qui joue toujours sur le terrain du droit international. C'est une victoire immense. Après, bien sûr, la question, le mur est toujours là, même si la Cour a dit qu'il faut démanteler, il faut faire des réparations aux Palestiniens. Ça, c'est jamais fait, n'est-ce pas? Et puis, la question, c'est l'application de ces décisions. Et c'est là où ça joue aussi ici, ça se joue en France, ça se joue en Europe, ça se joue aux États-Unis, de voir si l'équipe en face, Israël, sioniste, arrive à nous faire taire, à nous faire tellement peur, et à nous faire taire, dire ok, en fait, ce conflit-là est trop compliqué, je ne vais pas m'en mêler, je vais laisser la balle, je vais essayer de ne rien faire, je vais rester neutre, ou je vais rester dans une histoire de dialogue et de paix, et de blablabla qui ne vont rien dire, qui vont laisser les équipes jouer, qui vont continuer les régimes en place, le régime d'apartheid, de tous ces crimes, de dire génocide ou pas génocide, je ne m'exprime pas. Ça c'est pour ne pas être accusé d'antisémitisme. Et même ça ne marchera peut-être pas, on n'a pas de garantie. Parce qu'eux ils veulent soutien à Israël, ils veulent que vous souteniez Israël. C'est pas seulement être neutre, ils veulent un vrai soutien. Si vous ne mettez pas les drapeaux israéliens, là c'est déjà antisémite. Hein. Pourquoi vous ne mettez pas les drapeaux israéliens? Parce qu'il y a d'autres villes, ils ont mis les drapeaux israéliens plus longtemps. Et pourquoi la cathédrale n'était pas en couleur de l'État d'Israël hein? Pourquoi pas d'autres villes, ils ont fait. Donc on ne peut jamais gagner dans ce jeu. Donc soit vous êtes pro-sioniste, vous êtes vraiment pour Israël, pour le sionisme, ok, ça c'est possible. Il y a des médicaments à prendre, mais il y a des livres à lire, etc. Et des conférences à regarder, des YouTube à regarder. Mais bon, ça peut arriver. Mais si vous n'êtes pas dans ces cas, il faut juste connaître ce qui se passe, connaître que l'équipe va faire ça automatiquement, antisémitisme. Et en fait, on n'a rien à serrer, on n'a rien à foutre. Et on sait d'où ça vient, on sait pourquoi. On va continuer nous à jouer. Le seul règle de jeu que nous on connaît, on croit, c'est le droit international et c'est l'application de ce droit international. Et merci pour votre écoute de cet atelier. Comment lutter pour la Palestine sans s'accuser d'antisémitisme.